Bonsoir à tous. Le major avait la main posée sur son épaule et le regardait de ses petits yeux noirs, ronds comme des billes, qui ressemblaient à des yeux de rat. Il essayait de sourire, mais Amadou voyait que c'était un sourire forcé. Ainsi commence le nouveau roman d'Antoine Rau. Il est l'invité de LCR ce soir. Incorporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Quoi, guerre Gonden Baba? Guerre? Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position! Allez, Plusieurs de mes caporaux sont tombés, j'aimerais que vous les remplaciez. Je nous ai tenus. Voilà, extrait de Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy. Il faudra encore un peu de patience puisque ça va sortir tout début janvier. Bonsoir Antoine Rau. Bonsoir. J'ai passé cet extrait parce qu'il y a un lien évidemment avec votre dernier livre, à savoir Les Tirailleurs. Là, vous appelez, d'ailleurs, ironiquement, j'imagine, Monsieur Sénégal, parce que, et d'ailleurs, le titre, c'est Tirailleurs. Le titre du film, c'est pas Les Tirailleurs sénégalais, parce qu'on avait tendance à dire ça. On les mettait tous dans le même sac, plus ou moins. C'était le bataillon des tirailleurs sénégalais, sachant qu'en fait, on appelait sénégalais, c'est une façon d'ailleurs de montrer à quel point on les méprisait. Ouais. Aux tirailleurs sénégalais, tous les Africains, d'où qu'ils viennent, du Sénégal, de Guinée. Amadoulo, dans mon roman, est un Guinéen. Ouais, voilà. Ouais. Mais du Dahomey, de la Côte d'Ivoire, partout. Pourquoi? Ça veut dire que du point de vue de la France de ces années-là, on est en 1919-20, l'Afrique, c'est le Sénégal, enfin même pas, c'est un mot générique. Le point de départ de l'empire d'Afrique noire français, c'est le Sénégal. C'est Dakar, Gorée, etc. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés comme ça. On va pas plus loin, quoi. Ça date de Lyotet, hein, ça date le général Lyotet au milieu du 19e siècle, enfin vers 1860, Second Empire. Là, on crée le bataillon des tirailleurs sénégalais, mais après, cette armée est développée et on crée la force noire, c'est-à-dire qu'on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de chair à canon pour la Première Guerre mondiale. Mon roman commence là où le film finit, c'est-à-dire au moment de la paix. J'allais dire, parce que vous, c'est après, et c'est ça qui est passionnant, parce que bizarrement, on n'en parle pas. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de romans sur les tirailleurs, il n'y a pas beaucoup de films non plus. Alors, il y en a, mais sur la guerre. Oui, moi, en fait, ce dont je parle, mon personnage a vécu la guerre, a vécu l'horreur de la guerre et aussi l'expérience de la fraternité mêlée à des blancs, puisque les noirs et les blancs étaient mêlés, hein, les poilus et les tirailleurs sénégalais. Donc, ça commence à la fin de la guerre. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ce que je raconte, c'est pas la guerre, c'est la façon dont il va être perçu en France, dans une France qui connaît pas les Noirs. Oui, parce que il est démobilisé. Il y a des copains qui peuvent rentrer en Afrique. Lui, non, le major dont il a fait la connaissance, qui lui a même à qui il a sauvé la vie pendant la guerre, lui dit, bah non, Ray, je vais m'occuper de toi et je vais faire de toi peut-être un bon Français, comme on dit un petit peu dans le film. Oui, alors il y a des raisons qu'il ne faut pas révéler, mais qui font qu'il est obligé de rester. Mais en fait, comme tous, en réalité, il n'a pas le choix. Lui, il espère, comme la plupart des tirailleurs, rentrer dans son pays, parce que dans son pays, il a sa famille, il a une jeune femme, il a été marié adolescent. C'est un garçon qui n'a que 20 ans à la fin de la guerre, après 3 ans de guerre. Donc il est arrivé à 16 ans, on l'a enrôlé de force. Comme beaucoup, hein, il y en a qui étaient... Enfin, la question de savoir si c'était mineur ou majeur ne se posait même pas. On avait besoin de jeunes hommes, on les prenait très très jeunes, hein, jusqu'à 15 ans, 15-16 ans. Ils arrivaient sur le front, sur le champ de bataille. Mais ils n'avaient pas le choix. Et ils n'avaient pas le choix non plus. Soit on les renvoyait chez eux,
ce qui, lui, il pensait que ça serait son cas, et c'est pas. Soit on les gardait dans l'armée française, on en a envoyé en Allemagne, soit, cas beaucoup plus rare, presque qui n'arrivait jamais, ils restaient en France. Et alors là, ce qui vous a passionné, à mon avis, dans ce roman, c'est de décrire le racisme qui existait à cette époque-là. C'est presque systémique. Enfin, le racisme est partout, on a l'impression, parce qu'il va être intégré comme chauffeur du major, qui est médecin, je crois. Il va être intégré, mais justement pas trop intégré dans sa famille, dans l'entourage. On est en province française. Ça va être terrible ce qu'il va vivre. Terrible. Il se retrouve dans une bourgade de Franche-Comté qui n'a jamais vu de noir en vrai, dans une campagne où la présence d'un noir surprend énormément. Et il doit s'adapter à ça. C'est pour lui, effectivement, c'est une société qui est profondément raciste, naturellement raciste. C'est-à-dire que la question ne se pose même pas. C'est une société, c'est un des sujets du roman d'ailleurs, d'amener à regarder, à comprendre comment finalement on peut avoir des préjugés sans même le savoir. Mais même les scientifiques le disaient à l'époque que les Noirs étaient peut-être moins intelligents que nous, réfléchissaient plus lentement, etc. Quoi. Oui, d'ailleurs dans le roman, il y a le récit imaginaire avec des personnages que j'ai entièrement inventés, et par moments j'entrecoupe ça d'extraits de documents de l'époque, de journaux, de livres, de thèses de médecine. Et effectivement, comme vous dites, il y avait des grands scientifiques, puisque c'était la pensée générale. Ils partaient du présupposé que les Noirs étaient nécessairement des inférieurs, nécessairement moins intelligents, que nous, on est la civilisation suprême, et qu'on a des valeurs universelles qu'on apporte aux autres, sans se poser la question de savoir si en fait on ne le fait pas par la force, contre leur gré, en les respectant pas du tout, finalement en leur imposant notre culture de façon brutale. Et lui, votre personnage, il est omnibulé par le français, par savoir parler français correctement. Parce qu'on n'arrête pas de lui parler un petit peu comme dans Tintin au Congo. Il y a bon, banania, etc. On continue à parler. Alors c'était le parler, ce qu'on appelle le parler tirailleur, justement. Familièrement, on disait le petit nègre. Il y a bon, banania, c'est ça. Et c'était un langage qui était infériorisant. C'est-à-dire qu'on est parti du fait qu'au départ, les Africains, ils ont tous des langages différents. Il y a énormément de langues en Afrique. Il y a le Wolof qui était beaucoup une langue utilisée, dominante au Sénégal. Mais on voulait qu'ils parlent un français simplifié. Et donc on a formalisé. Et l'armée française, en fait, inculquait ce parler tirailleur. Elle avait codifié, il y avait un texte que je publie d'ailleurs, il y a un extrait dans le livre, le manuel de la façon dont les tirailleurs parlent le français, et qui en fait est le manuel dont la façon dont l'armée française apprend à parler. C'est-à-dire qu'on les obligeait à parler de cette façon ridicule, tout au singulier, pas de pluriel, jamais de féminin, des verbes entièrement à l'infinitif, pas de passé, pas de futur. C'était d'ailleurs très compliqué de manier ce langage, et c'était infériorisant et stigmatisant. Et Amadou, mon personnage, qui est un garçon jeune, qui n'a pas une grande culture, mais qui est très curieux et intelligent, il a compris dans les tranchées que ce langage les ridiculisait. Donc il veut apprendre à parler, à écrire et à lire en français. Mais ça, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec plein d'autres choses dans votre livre. C'est qu'effectivement, c'était l'armée qui voulait ça. Quelque chose qu'on veut cacher, je crois. On n'en parle même pas dans les livres d'histoire. C'est quelque chose qu'on retrouve peu, alors qu'en fait, finalement, c'était comme ça. Et que pour la Première Guerre mondiale, où on avait besoin de cette grande main-d'œuvre, 200 000 hommes, c'est ce qu'ils mentionnent dans le générique du film, vous avez passé, on leur apprenait à tous à s'exprimer exclusivement de cette façon-là. Voilà. Et Amadou, lui, il veut échapper à ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce roman? Vous avez écrit quoi, 6 romans, deux romans historiques qui parlaient déjà de la guerre, mais vraiment la guerre. Mais qui étaient une autre histoire. D'abord, il y a beaucoup une réflexion sur l'identité. Pour moi, c'est une chose qui parcourt tout ce que j'écris, aussi bien au théâtre que dans les romans, qu'ils soient contemporains ou historiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous devenons ce que nous sommes au bout du compte? Et c'est une réflexion sur la façon dont le regard que nous portons sur l'autre est conditionné, construit par la société dans laquelle on vit. Et donc, essayer de comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça. Vous disiez, même les grands scientifiques considéraient spontanément qu'un noir était moins intelligent qu'un blanc. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on se construit une image de soi-même, de soi individu, mais de soi dans la société? Et donc, la société de cette époque-là, c'est une société très hiérarchisée, très inégalitaire, où, bien entendu, on considère que nous, Européens, on est au sommet de la hiérarchie, que toute notre culture, on peut l'imposer au monde entier, mais c'est une société qui est inégalitaire avec d'abord les gens de couleur, les Noirs qui en sont les victimes, c'est le racisme, mais c'est une société qui est discriminante pour les femmes. On considère que les femmes sont très inférieures aux hommes. C'est justement le moment où se développe le féminisme,
où se passe ce roman, c'est-à-dire autour de la Première Guerre mondiale. Ouais, c'est un mouvement, la société est en train de changer, mais n'a pas encore changé. Est-ce qu'elle a complètement changé aujourd'hui? On est en 2022. J'ai l'impression qu'il y a encore des restes. D'abord, il y a des restes, parce qu'on voit bien qu'il y a des débats. En ce moment encore, dès qu'on parle, par exemple, de l'héritage colonial, on voit bien que ça provoque des débats. Et c'est justement la question du regard de l'autre qui est importante. Dans mon roman, Amadou est un garçon qui réfléchit, qui regarde, et c'est son regard que je donne à découvrir au lecteur. Et puis, en miroir, il y a le regard des autres sur lui, que je présente aussi. Parce que c'est la confrontation de ces différents regards qui est intéressante. Et aujourd'hui, il y a cette question-là. Par exemple, ceux qui sont des Européens attachés à l'idée qu'on est encore issu d'une vieille civilisation, que finalement cette civilisation serait menacée par les autres. Il y en a, on les entend parfois. On voit bien qu'il y a ce retour-là. C'est toujours avec cette idée qu'en fait on était mieux, qu'on était au-dessus, qu'on était suprême, etc. Mais si vous êtes un Africain, vous n'avez pas du tout la même réception de la chose. Vous n'avez pas vécu les choses de la même manière. Donc c'est très intéressant d'essayer de comprendre ça, de comprendre ce qui a fait qu'on pensait de telle façon pour pouvoir avancer. Il faut écrire l'histoire. Vous êtes dramaturge, j'allais dire à la base, mais enfin, voilà, on vous connaît comme dramaturge, notamment le Caïman, etc. Ça vous a aidé pour les dialogues, etc., pour l'incarnation du personnage? On vous pose toujours cette question, j'imagine. Non, mais vous avez tout à fait raison. D'abord, je trouve que les dialogues, c'est très important. Dans la vie, on se parle, on est en train de se parler. Je ne conçois pas d'écrire un roman sans dialogue. Bien Donc sûr. il y a beaucoup, effectivement, il y a des dialogues dans mes romans. Je pense que c'est ce qui crée une scène, reconstituer une scène, c'est nous faire rentrer dans une vie. Donc le dialogue, c'est un des éléments de la narration très important. Mais je donne aussi à entendre la voix intérieure du personnage. Par exemple, c'est beaucoup un roman sur le langage, et cet homme qui a pour s'exprimer en France que se parler tirailleur, il voudrait justement apprendre, petit à petit il apprend à s'exprimer mieux, mais je fais entendre sa pensée intérieure. Il s'exprime en peul, et dans sa pensée intérieure, il s'exprime bien. Il ne dit pas « moi, il y en a à vouloir », etc. C'est fascinant, vous rentrez complètement dans la peau. Ce roman est effectivement fascinant, on apprend plein de choses. Très rapidement, un coup de cœur, c'est une tradition dans cette émission. Vous m'avez dit, même moi, c'est Lettre à un adolescent sur le bonheur. Oui, de Franco Ferrucci, c'est un penseur italien qui était professeur notamment de littérature aux États-Unis, qui est mort, qui admirait beaucoup Umberto Eco. Et en fait, il écrit à un adolescent qui pourrait être lui autrefois, ou bien un adolescent aujourd'hui. Il essaye de réfléchir à la réalité du monde. La réalité du monde est sombre. Il a une vision assez sombre de l'avenir de l'humanité par rapport à la façon dont on est en train de détruire la planète. Il y a une dimension, une réflexion écologique là-dedans, mais aussi par rapport justement aux résurgences nationalistes, impérialistes. Il analyse le processus qui mène aux guerres de façon assez remarquable. Et pour autant, en dépit de ce constat sombre, il cherche les raisons qu'on peut avoir si on est un jeune homme avec des questions et un idéal, comme on est quand on est adolescent, des raisons d'aimer et d'espérer vivre encore, de pouvoir trouver une façon de vivre en harmonie dans ce monde-là. Heureusement, il faut garder espoir. Il y a de l'espoir aussi ici. Donc c'est un très beau petit texte philosophique à lire, je trouve. D'accord. Ah ben on le lira aussi le vôtre. C'est une des belles surprises de la rentrée littéraire, mais qui est encore bien sûr d'actualité. Ça s'appelle Monsieur Sénégal, c'est chez Plomb. C'est Antoine Roux. Merci beaucoup Antoine d'être passé chez nous. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.